Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Je voulais qu'on aborde votre sujet très rapidement lié donc au Mali. On va l'évoquer, mais juste avoir un avis rapide de vous sur la décentralisation au Togo. 3 ans après, nos villes, nos communes ont-elles changé de visage, Luc? Je crois que vous circulez aussi, non? Est-ce qu'il est question ici aujourd'hui de dire que nos villes ont changé de visage? Les maires ou les élus communaux, ils ont point pour faire changer le visage de nos mairies et de nos communes. Et non, d'abord, première chose, est-ce qu'ils ont compris leur mission? Est-ce qu'il y a eu un travail qui les responsabilise par rapport à leur vocation, à leur mission? Je pose la question parce qu'il y en a eu m'a interrogé cette semaine disant est-ce qu'il y a un maire dans cette ville-là, dans cette commune-là? Justement, depuis 2019, ils ont été élus, mais que lui ne voit rien. Il ne s'agit pas en fait d'attribuer les titres aux gens qui d'un coup se considèrent déjà comme des raclés de leur coin. Et puis bon, ils sont là, ils veulent qu'on les entende, alors que leur mission en fait, c'est de faire germer dans l'esprit des citoyens cette envie en fait de servir la cause commune, et à partir de laquelle on crée de la richesse au plan local et on transforme le milieu en question. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir du moment où le maire considère que il est même un représentant de l'État et en tant que tel, personne ne doit lui résister à quoi que ce soit, à quelque niveau que ce soit, il y a un problème. Donc il ne comprend même pas sa mission pour qu'on puisse dire qu'il élabore une stratégie de gouvernance qui lui permet d'abord de générer des ressources et ensuite de les répartir selon les besoins de la commune, etc. Donc je pense que c'est l'écosystème lui-même qui n'est pas favorable, qui ne convient pas et qui empêche que, quelles que soient les initiatives qu'on prend, quels que soient les titres qu'on donne aux gens, que leur rendement soit au rendez-vous. Donc, il y a un travail sérieux à faire en termes de choix politiques, mais en termes aussi de mobilisation de conscience autour de la création d'abord de la richesse nationale et du bien commun en lui-même. Tout ça là, c'est un problème, mais je ne crois pas que les maires pourraient faire du miracle, en tout cas, dans un système comme le nôtre. Bon, moi je vois la décentralisation. Nous avons embrassé... École difficile. Oui, nous avons embrassé la décentralisation il y a que quelques années. 3 ans. 3 ans. Et c'est une école. On va pas rapidement aller en besogne en commençant par jeter du discrédit sur tout ce qui se fait. Vous l'avez dit tout à l'heure que c'est une école. Donc à l'école, on prend du temps, on apprend. Mais je suis convaincu que des efforts se font, mais ce n'est pas encore ce que les Togolais attendent. Nos villes ne sont pas, comme tu l'as posé comme question, nos villes ne sont pas encore ce que nous attendons de voir. Mais j'ai foi qu'il fallait qu'on y aille, parce qu'on a mis plus de 30 ans sans aller aux élections locales, où on nous désignait des maires qui étaient confondus. Délégation spéciale. Oui, à l'État. Aujourd'hui, nous avons été à une élection, nous avons élu des maires. Ils sont en train d'apprendre à prendre la main pour faire le travail qui est le leur. Et je me dis qu'il nous faudra un peu de temps et tout va rentrer à l'ordre. Mais je voudrais plutôt saisir l'occasion par ce plateau, inviter le ministère de l'administration territoriale et tous ceux qui sont concernés par le fonctionnement de la décentralisation à continuer par sensibiliser. Il y a un phénomène que moi je vis. Ce n'est pas le grand amour entre certaines mairies moi je crois et que les ministres. Beaucoup de maires sont tombés drus dans le rôle qui est le leur et croient qu'il faut lever les tasses, il faut prendre de l'argent sans que les populations sachent vraiment pourquoi je dois payer telle taxe, pourquoi est-ce que je dois faire ceci. Je voudrais dire qu'il y a une pédagogie à faire. Il faut continuer par tenir les populations, par leur parler, par leur dire que nous sommes là. C'est pour vous prendre de l'argent pour vous construire. C'est pour prendre de l'argent pour arranger. Il faut que les gens le comprennent parce que parfois vous avez suivi qu'il y a eu des altercations
suivi même de blessés, voire même blessés. Au marché, par dans les exemple, marchés, non, on est là. Ce n'est pas là-bas, c'est un cas isolé, il y en a d'autres dans le territoire où les gens ne s'entendent pas toujours entre collecteurs et revendeurs ou revendeuses. Donc, il y a du travail pédagogique, il faut le faire. Même moi, personnellement, j'ai foi, parce que pour moi, il vaut mieux qu'on aille aux élections locales comme nous l'avons fait, et qu'on s'apprenne et qu'on s'exerce pour que dans quelques années, on puisse dire, ouf, voilà, tout marche comme tu dis. Moi, on fait déjà 60 ans d'indépendance. Oui, bien sûr. C'est pas grave. J'ai vu des photos sur votre page Facebook il y a quelques jours. Quelqu'un s'est promené dans Baie pour prendre des photographies qui montrent l'image de la ville de Baie en réalité qui n'a pas bougé depuis là. Oui, c'est tout Lomé qui est comme ça. Hein. Tout Lomé aujourd'hui, c'est la désolation. Dès que vous quittez les rares voies qui sont asphaltées, vous rentrez dans les quartiers. Asphaltées, hein? Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, bitumé. Ouais. Vous rentrez dans les quartiers, c'est la croix et la bannière. Surtout quand il pleut, les gens ont tous les soucis pour rentrer chez eux. Il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas un véritable projet d'envergure visant à moderniser la ville et à la rendre vraiment une ville moderne aux normes que nous connaissons ailleurs. Donc le Togo a énormément plus de retard par rapport à ses voisins et je pense qu'à un moment donné, il faut sortir de la politique politicienne pour véritablement développer le pays, pas seulement Lomé, mais les villes de l'intérieur et tout. Aujourd'hui, Lomé n'est pas comparable à Koumassi, Lomé n'est pas comparable à ci, à ça, parce que vous allez dans ces villes-là, vous voyez comment il y a eu l'assainissement, les rues dans tous les quartiers sont bitumées, asphaltées et tout. Nous, dès que vous quittez les axes, qui sont les axes majeurs, vous rentrez dans les quartiers, c'est tellement difficile. Maintenant, la décentralisation, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose parce que le système qui gouverne le Togo est un système qui est réfractaire à la décentralisation. J'avais dit dès le départ de cette histoire... on l'a mis en place, non? Oui, mais moi j'avais dit dès le départ de cette histoire que un système de concentration de pouvoir ne se décentralise pas. C'est la nature du régime togolais. C'est pas un régime qui se décentralise. Mais sous la pression des partenaires, ils sont finalement allés, mais à leur manière, en ne donnant pratiquement pas de pouvoir aux maires. Les maires aujourd'hui, ceux qui ont eu un peu de pouvoir, qui ont voulu l'exercer, on le leur retire encore. Donc les maires aujourd'hui sont devenus pratiquement des coursiers du ministre de l'administration territoriale. Ils n'ont pas le pouvoir de faire ci, ils n'ont pas le pouvoir de faire ça. Et finalement, la décentralisation aboutit à un job qu'on a créé à des gens et qui engloutit de l'argent pour le fonctionnement de certaines personnes. Et c'est même une décentralisation de la corruption, voyez-vous. Oui, c'est une décentralisation de la corruption, voyez-vous. Oui, c'est une décentralisation de la corruption parce que, regardez, 3 ans après, donnez-moi le budget d'une mairie qui est capable de faire quelque chose. Il n'y a pratiquement rien. Il n'y a pratiquement rien. Vous allez dans certaines mairies, ils n'ont même pas 10 millions je sais pas, par mois pour faire quoi que ce soit. Mais c'est dans ça qu'ils paient leurs propres frais de fonctionnement, leurs indemnités et tout ça. Donc, finalement, le seul acquis, c'est ce projet de l'Union européenne qui construit certaines mairies à l'intérieur du pays, le Prodégol avec la GIZ qui construit certains bâtiments parce qu'on n'avait même pas où loger les mairies. Voilà. Et c'est aussi l'apprentissage, comme Tanyao le dit et Luc l'a dit, certains vont apprendre parce que ça fait 30 ans on n'avait plus exercé ce métier-là. Certains vont l'apprendre et vont se familiariser à ce que c'est que la décentralisation. Ça pourra servir plus tard demain. Mais à la fin, en réalité, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes dans nos localités, dans nos villes. Et regardez comment on a saucissonné la ville de Lomé. Elle ne peut pas permettre à cette ville-là de se moderniser, de grandir. Parce que la manière de saucissonner la ville de Lomé, parce que c'est pour des raisons politiques, on a abouti à des territoires qui sont comme des no-man's land qu'on a créés, qui sont devenus des mairies, où les gens n'ont pratiquement pas de ressources. Et donc, la seule chose que certains trouvent à faire aujourd'hui, c'est de créer des baraques pour les mettre à certains coins de rue et de pouvoir les louer pour avoir des recettes. Ça dénature même l'image même de la ville. Voyez-vous, parce que la responsabilité de la mairie, c'est de dégager tous ces baraques sur les trottoirs de manière à ce que les voies soient dégagées, qu'on aménage les voies, qu'on les embellisse et tout ça. Maintenant, c'est la mairie même qui entrepose les baraques. Vous avez vu là, au campus là, l'Oméga. Oui, bien sûr. Voilà, là, poser les baraques là. Vous voyez comment c'est vilain, hein? Vous voyez comment c'est vilain? Si demain, on doit moderniser, par exemple, la voie qui quitte Atikoumé pour GTA, il faut dégager ces baraques-là. Et donc, c'est un investissement inutile, voyez-vous. Mais,
comme la mairie a besoin de ressources, le maire qui est là-bas, il a réfléchi, il s'est dit, mais où est-ce que je vais trouver de l'argent pour faire le peu de travaux? On fait baraque. Je fais les baraques, on loue, et le peu d'argent que j'ai, je vais voir si je peux faire quelque chose. Et donc, c'est parce que on a émietté la ville qu'on en arrive à des choses comme ça. Donc finalement, au bout des 6 ans, ils ont 6 ans, non? Oui, c'est 6 ans, ils ont. Au bout des 6 ans, moi, je ne m'attendrai pas à un grand miracle, pas du tout. Merci beaucoup. Fabrice. Non, moi je pense que c'est que quand on prend le système de décentralisation qui a démarré avec les dernières élections locales, les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Mais il fallait y aller. Il faut dire que toutes les structures n'étaient pas encore en place. Aujourd'hui, c'est vrai, les maires ont été élus. Même ceux qui avaient postulé pour devenir maire et conseiller municipal et autres, est-ce qu'ils savaient le travail qui les attendait? Parce que quand j'observe certains, je sais qu'à la prochaine élection, ils ne reviendront plus. Ce qu'ils croyaient trouver à travers les mairies, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, ça voudrait dire que certains ignoraient même la mission pour laquelle ils étaient allés solliciter le suffrage des populations. Alors donc, c'est pour cela que vous allez voir que dans les structures de formation, que ce soit à l'université aujourd'hui, il y a quand même des modules de formation pour la gestion des collectivités locales et autres. Donc, ça voudrait dire que ça va prendre un peu de temps. Au-delà du maire qui, pour des raisons politiques, peut être élu parce qu'il est populaire, il faudra que ce maire-là s'asseye sur des compétences réelles. Pas pour aller prendre peut-être des gens qui ont milité pendant longtemps et qui n'avaient rien et que c'est l'occasion de leur distribuer des postes pour service rendu aux partis politiques à un moment donné et autres. Ça va pas, c'est pas ça qui va faire évoluer nos communes. Donc, pour l'instant, moi je crois que c'est vrai qu'on aurait aimé voir des changements, mais c'est un peu trop tôt de faire le bilan des mairies, des communes après seulement 3 ans, parce que c'est une phase expérimentale, ça va prendre du temps pour que les choses changent. Mais bon, c'est un bilan à mi-parcours qu'on est en train de faire. Il y a un petit acquis. Bon, aujourd'hui, la légalisation, c'est à l'instant T. Ça, c'est pas faux. Merci beaucoup, Fabrice Sekezi. L'actualité internationale. Comment? Les mariages? Oui, c'est plus rapide. Ah, c'est plus rapide. D'accord. Messieurs, merci beaucoup. Je voulais pas qu'on termine par l'actualité internationale, ce qui s'est passé ce matin tôt, autour de 5 heures du matin. La ville Kazen a été attaquée par des terroristes. C'est ce que les responsables au pouvoir actuellement ont dit à travers un tweet. Luc Abaki, est-ce que le Mali et Assimi Goïta et ses amis sont dans l'œil du cyclone là? C'est une évidence. Ils devaient s'attendre à cela parce que il y a une fronde. Récemment, ils ont arrêté des gens qu'on a présentés comme des mercenaires, non? Ah ben oui, justement. Et donc, ça veut dire qu'ils sont exposés véritablement à beaucoup de dangers à cause du choix politique qu'ils ont opéré, qui est donc de sortir des mailles du conformisme qui règne en triomphe dans le monde, dans l'espace francophone en Afrique. Donc, à partir du moment où ils ont fait cette option de commencer à s'allier à d'autres partenaires dans le but, me semble-t-il, de trouver des solutions peut-être plus appropriées à leurs problèmes épineux, qui est donc le terrorisme et même toutes les influences extérieures qui font que nos pays, jusqu'aujourd'hui, sont en train, encore à la traîne, fera que tous ceux qui tiraient profit de ce désordre qui règne dans nos pays et ne vont pas laisser faire de façon aussi naturelle. Donc ça veut dire que c'est un vrai combat qui est engagé, c'est une guerre entière et malheureusement qui se fait avec la complicité des voisins du Mali, en tout cas des frères du Mali, et qui auraient pu normalement contribuer à matérialiser une telle ambition. En le disant, vous pensez à la Côte d'Ivoire? Entre autres, en tout cas, parce que, écoutez, le Mali est en train de sortir quand même de 6 mois de sanctions illégales. C'est avéré qu'elles sont illégales, illégitimes et inhumaines, parce que la justice a montré clairement que aucun dispositif ne permettait à la CEDEAO et à l'UEMOA de prendre ces gens de sanctions. Ça veut dire que, en fait, les dirigeants africains, même s'ils ont envie du changement, n'ont pas encore le courage d'embrayer, de prendre la voie que les Maliens sont en train de prendre. Moi, je soutiens formellement cette équipe gouvernementale pour la simple raison que j'estime qu'il est important, après 60 ans, de changer de paradigme. Maintenant, est-ce que ceux-là pourront réussir ce pari de faire rêver
l'ensemble des peuples Jusqu'à quand africains. pourront-ils C'est à résister? ça que nous attendons. Merci. Mais la première chose que nous devons faire, c'est d'abord de les accompagner et de suivre les actions qu'ils mènent jusqu'à un niveau donné en tout cas. Très bien. Fadina Haïté, jusqu'à quand résisteront donc Assimi Goïta et ses amis? Non, moi je pense que la situation au Mali va se dégrader, va se dégrader davantage parce que cette junte perd les pédales. Moi, je suis resté réservé par rapport à cette junte dès le départ. Vous voyez ce que vous venez d'évoquer par exemple par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui. Moi, j'ai eu un avis tranché. Cette histoire de mercenaires, c'est de la propagande. Il n'y a aucun mercenaire qui arrive dans un pays comme ça, pas l'aéroport, à moins que l'aéroport de Mali, c'est une piste de brousse où les avions atterrissent et repartent comme ils veulent. C'est un business qui a mal tourné entre eux. C'est un business qui a mal tourné entre eux, y compris les Maliens. Tu comprends? La Côte d'Ivoire avait un contrat pour protéger des sites de l'aménagement. Vous voyez? Et donc, ils envoyaient des militaires pour protéger les sites contre de l'argent, beaucoup d'argent. Mais c'était un contrat qui n'engageait pas réellement, c'était même pas un contrat officiel. C'est-à-dire, on utilisait les militaires à des fins privées. Voyez-vous? Et les Maliens aussi gagnaient dans ça. Et le Sénégal aussi gagnait dans ça à travers la société du petit frère de Macky Sall. Sauf que, et même les gens de l'aménagement aussi gagnaient. Sauf que, en ce temps, il y a eu les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je laisse les sanctions de la CEDEAO. Les sanctions de la CEDEAO sont plus ou moins fondées. Parce qu'on dit, dans le protocole de la CEDEAO, faites un coup d'État au suspens. Mais c'est les sanctions de l'UEMOA qui sont illégales. Parce que il n'y a aucun dispositif dans l'UEMOA qui dit on peut bloquer les comptes d'un pays. Ça. Donc, la junte militaire en avait contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'UEMOA. C'est les Ivoiriens et les Sénégalais qui se sont battus pour qu'on les sanctionne sur le plan de l'UEMOA. Et eux, ils ont dit, on va se venger. Vous mangez chez nous, on fait le business ensemble, vous prenez de l'argent et vous militez pour nous sanctionner. Donc, dès qu'on a levé la sanction, ils ont profité de cet incident-là pour exposer la Côte d'Ivoire, exposer le Sénégal, je ne sais pas si vous voyez, et évoquer la question de la souveraineté pour reprendre le marché. Ils l'ont dit dans leur communiqué, en disant, c'est un pays souverain, eux-mêmes vont s'occuper de ce business-là. Ils l'ont dit. Donc, c'est un business qui a mal tourné entre eux. Voyez-vous. Donc, ce n'est pas une attaque de quoi que ce soit. C'est un business. Parce que la Côte d'Ivoire a 1000 soldats dans l'aménagement. 1000. Et la Côte d'Ivoire fournit 40% de la énergétique au Mali. 130 mégawatts chaque jour. Le Mali doit aujourd'hui à plus de 160 milliards de francs CFA de dette impayée à la Côte d'Ivoire sur l'électricité. Ils prennent le carburant là-bas. Si la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Mali, il suffit de leur couper le courant une semaine. Tout le peuple va se réveiller. Donc c'est un business qui a mal tourné. Et eux-mêmes là, ils le disent tous les jours à travers les communiqués qu'ils vont récupérer cette affaire-là. Donc, c'est un coup double qu'ils ont posé. On expose ceux qui mangeaient avec nous et qui se sont ligués contre nous pour montrer au monde entier qu'ils faisaient le business, on se partageait l'argent. Et en même temps, on utilise ça pour fouetter l'ego du pays. Donc, ce n'est pas une histoire. Les vraies personnes qui menacent là, le Mali là, c'est ceux qui ont attaqué ce matin. Et vous savez que chaque jour que Dieu se lève, et Dieu fait, les djihadistes avancent. Oui. Ils avancent. Hier, ils étaient à 10 km. Oui, ils avancent. Pourquoi ils avancent? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse n'est pas organisée. Le Mali est très vaste. Le Mali est très vaste. Si nous, notre petit savane là, on vient de parler de ça, notre petit Pendal là, on a 2 drones, on n'a pas su voir là. Le Mali est 2 fois plus grand que la France. Une partie du territoire est aujourd'hui dans la main des gens de la Zawad. Une autre partie du territoire dans les mains des bandits. Et le reste, c'est Bamako et environ. C'est eux qui tiennent là-bas. Mais ils ont, au lieu de se concentrer pour véritablement lutter contre les djihadistes, ils sont là à créer des écrans de fumée tous les jours pour faire croire que bon, tout le monde leur en veut. Merci beaucoup. C'est ton avis. Je partage une partie de leur combat, celui de retrouver la souveraineté de leur pays. Mais je ne tombe pas dans la manipulation. Personne ne peut me convaincre que des terroristes ou bien des mercenaires peuvent décoller, prendre un avion. Nous qui voyageons tout le temps, quand vous voulez voyager, 72 heures même avant, on sait l'avion qui arrive, il a le plan de vol, il a l'autorisation d'atterrir, il a tout. Ceux qui sont dans l'avion, le matériel qu'il transporte.
Comment est-ce qu'un avion peut venir atterrir comme ça, on va dire que c'est des messieurs. L'aéroport de Bamako, là, c'est un aéroport de brousse. Merci beaucoup, Ferdinand. Qui autorise même l'avion à atterrir? Merci beaucoup. Fabrice Ogiesi, sur le sujet, rapidement. Généralement, on a l'impression que c'est la nuit, on vole. Mais il y a des gens qui vous surprennent. Voilà, c'est ça, dans la journée. Dans la journée, et au moment où même vous êtes là. Et donc, toutes les stratégies sont possibles. Mais c'est pour dire que, effectivement, je partage l'inquiétude de Luc par rapport à la junte militaire au pouvoir au Mali, parce que ça devient beaucoup de fronts qui commencent par ouvrir. Or, l'objectif principal pour lequel ils étaient là, c'est de retrouver l'intégrité du territoire. Ils sont en train d'ouvrir des fronts partout. Non, c'est pas eux qui ouvrent. C'est eux qui ouvrent. C'est eux qui ouvrent. Et bon, et on a l'impression aussi qu'ils tombent un peu dans la paranoïa. C'est-à-dire, oui, on s'inquiète. Bon, ils sont aux agités. Ils sont aux agités. On renvoie tout le monde là. Ceux qui font des coups d'État ont toujours peur d'autres coups d'État. Ça, c'est normal. Mais aujourd'hui, le vrai problème, c'est que aussi bien la CEDEAO que l'UEMOA ont contribué quand même à donner raison à cette junte de rester encore au pouvoir pendant longtemps. Parce que voilà des gens qui font un coup d'État pour régler un problème. Et vous leur ajoutez un autre en gelant leurs fonds et tout cela, ça crée une situation économique. Aujourd'hui, ils ont quand même des éléments de preuve pour justifier qu'en réalité, on leur a mis des bâtons dans les roues qui n'ont pas permis de travailler comme il se doit. Mais je crois que de façon générale, à un moment donné, c'est un pays où il faut comprendre tout de suite que les histoires de la CEDEAO, c'est vrai, les coups d'État, nul n'est pour les coups d'État. Il faut les condamner. Mais dans le contexte malien, moi, je ne suis pas en train de voir encore un civil pour un peu de temps encore venir au pouvoir là-bas pour dire qu'il veut faire quoi que ce soit. Je crois que à un moment donné, il faut faire avec le mal qui existe, essayer de trouver des solutions pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais si on remet sur le tapis la question de rendre le pouvoir aux civils à travers des élections, alors qu'au même moment, le pays, pratiquement la moitié du pays est dans les mains des djihadistes et autres, je crois qu'à un moment, il faut quand même, c'est vrai qu'il faut prendre des mesures pour dissuader des éventuels candidats à ces coups d'État-là. Mais le cas malien, je crois qu'il faut mener d'autres réflexions. Merci et comprendre que ce n'est pas une affaire de civil pour le moment. Merci. J'ai juste une minute. Et vous l'avez. Moi, plutôt, je voudrais plaindre les populations maliennes parce que c'est elles qui sont victimes de tout ce qui se passe aujourd'hui. La junte, au début, rassurait beaucoup, mais aujourd'hui, moi, je crois que la junte est en train de cafouiller. Ah ouais? Et dans tous les sens. Non, elle cafouille. Moi, mon souci, c'est que ses amis. Mon souci, les adore. Elle puisse véritablement aller au bout de la logique qu'elle a fait, qu'elle a développée et que beaucoup se sont plaît à accompagner. Vous avez vu qu'à un moment donné, tout le Mali était sorti pour soutenir cette junte. Mais aujourd'hui, moi, je crois qu'elle est en train, à petit coup, de perdre la main. Et je vois les mois à venir si elle peut vraiment tenir le coup. Parce qu'il y aura d'autres attaques, d'autres choses qui vont venir. Puisque tout de suite, tout le monde est là-bas qui a dit tout à l'heure que de partout, Si elle perd, c'est un vrai chaos. les gens sont en train de... Le chaos est déjà là. Le chaos est déjà là. Je crains fort que les choses tournent. Monsieur, merci beaucoup. Le chaos est déjà là. Aujourd'hui. Merci d'être venu au débat. Si on attaque même le camp où réside le président, c'est que le chaos est déjà là. Ferdinand Haïté de l'Alternative, Luc Abaki, journaliste, analyste politique. Ciao. Tenez, arrive Yao, le patron de la nouvelle opinion. Oui. Et Fabrice Ogiesi, le libéral. Merci d'être venu pour le débat de ce matin. Merci à Sébastien Peliano qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. À la prochaine. Au revoir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.